Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, c'est avec un immense plaisir que je vous souhaite la bienvenue à ce colloque intitulé La politisation des enjeux de défense et de rotation stratégique, organisé par le Centre canadien d'études allemandes et européennes, le CCAE. Cet événement a été rendu possible grâce au soutien précieux du programme MINDS du ministère canadien de la Défense et en partenariat avec le Centre Jean Monnet de Montréal, le réseau d'analyse stratégique et le Centre d'études sur la paix et la sécurité internationale des universités McGill et de l'Université de Montréal. Je tiens, avant de commencer et d'aller plus loin, à exprimer mes chaleureux remerciements à la co-organisatrice de ce colloque, Fiona Bernard, étudiante en maîtrise au département de sciences politiques et véritable cheville ouvrière de cet événement. Le thème de ce colloque, donc la politisation des enjeux de défense et d'orientation stratégique, n'a jamais été aussi actuel. Témoignent les événements récents comme l'annulation du premier tour des élections en Roumanie suite aux ingérences russes ou encore donc les élections récentes en Géorgie et en Moldavie. Et je ne parle même pas ici de la question de la guerre russo-ukrainienne dans les sociétés occidentales et comment celle-ci est loin d'être l'objet d'un consensus comme on peut le voir depuis plusieurs mois et même donc maintenant malheureusement années, mais est au contraire un sujet qui en plus révèle une politisation marquée avec parfois de fortes polarisations donc entre les acteurs politiques et sociétaux. Pour couronner le tout, ceci a lieu dans un environnement international où il devient de plus en plus courant pour certains acteurs de recourir à de la diffusion de narratifs, voire de fake news, sans vraiment de fausses informations au sein de certains pays, et ce afin d'orienter les décisions politiques en matière de défense et d'orientation stratégique. Tout ceci illustre donc bien combien les enjeux de défense et d'orientation stratégique, traditionnellement perçus comme techniques et consensuels, sont de plus en plus au cœur des débats publics et des campagnes électorales et l'objet de campagnes donc de désinformation. L'objectif de ce colloque est donc, durant ces 2 jours, d'explorer ensemble plusieurs dimensions clés de ces sujets à travers donc 4 panels. Le premier portera donc sur l'impact de la politisation sur les décisions en matière de défense, que ce soit de manière générale, en matière d'enjeux européens ou encore lors d'interventions internationales. Le second panel, lui, abordera plus spécifiquement l'importance des enjeux de défense en période électorale et comment ceux-ci peuvent devenir des points de polarisation et des sujets centraux dans des campagnes électorales, ainsi que l'ont montré certaines élections. Les ingérences étrangères, la désinformation et leurs impacts dans la politisation des enjeux de défense seront ensuite traités lors du troisième panel, donc, qui aura lieu demain. Le quatrième et dernier panel de ce colloque donc, permettra enfin d'aborder la question de comment répondre à ces défis, quels moyens mobiliser, comment faire face donc, à ces enjeux et à leurs répercussions, surtout négatives. Pour guider ces discussions, nous aurons le privilège de compter sur 4 modérateurs et modératrices que je remercie d'avance pour leur participation. Tout d'abord, le professeur Frédéric Méran, donc directeur du département de sciences politiques de l'Université de Montréal et spécialiste des politiques européennes et de la sociologie des relations internationales, donc qui modérera la première table ronde sur les conséquences de la politisation sur les décisions en matière de défense. Également, qui modérera donc une des tables rondes, la professeure Delphine Deschaux-Dutard de l'Université Grenoble-Alpes, chercheuse au CESIS et vice-doyenne donc aux relations internationales de la faculté de droit de l'Université de Grenoble-Alpes, spécialiste de questions de cybersécurité, de défense européenne et de coopération militaire. Enfin, Manon Fitzpatrick, diplômée d'une maîtrise en études internationales au sein du département de sciences politiques de l'UDEM et actuellement doctorante au Global Studies Institute de l'Université de Genève, où elle a débuté donc un doctorat sur la gestion de l'approvisionnement en matières premières critiques par l'Union européenne, modérera la troisième table ronde. Terminé, Jiang Jiang de l'Université McGill, doctorante également en sciences politiques et spécialisée dans la géopolitique des chaînes d'approvisionnement et l'opinion publique, conclura donc ce quatuor de modérateurs et de modératrices pour ce colloque et animera donc la dernière table ronde sur les contre-mesures possibles et la question de la politisation négative des enjeux de défense et comment faire face à cela. Je remercie également naturellement donc nos panélistes qui nous apporteront des perspectives riches et diversifiées. Et sans plus attendre, donc, je cède la parole au modérateur du premier panel, donc le professeur Frédéric Méran, panel qui, pour rappel, donc, portera sur les réalités et conséquences de la politisation des enjeux de défense et d'orientation stratégique.
Je vous souhaite à toutes et à tous un colloque enrichissant et inspirant. Merci. Merci Laurent, bonjour à toutes et à tous. Alors je prends le relais et je ne vais pas répéter le titre de la table ronde puisque tu viens de l'introduire, mais je veux déjà commencer en te félicitant ainsi que Fiona pour l'organisation de ce colloque virtuel. Alors j'ai le plaisir de modérer cette première séance dans laquelle nous allons entendre trois intervenants que je vais vous présenter brièvement. Chacun de ces intervenants aura une dizaine de minutes pour faire sa présentation et ensuite euh, je, je modérerai justement la période d'échange et peut-être que moi aussi j'aurai quelques interventions à faire. Alors, notre premier intervenant sera Jean-Charles Larsonneur, qui a été député français, mais également diplomate, diplômé en affaires européennes et en affaires publiques. Il a notamment siégé à la Commission de la Défense nationale et des Forces armées en France. Il sera suivi par l'organisateur du colloque, Laurent Borzillo, qui est chercheur postdoctoral à l'École nationale d'administration publique à Montréal et également affilié à plusieurs des différents centres qui sont impliqués dans l'organisation de ce colloque, le Centre canadien d'études allemandes et européennes, le Centre Jean Monnet de Montréal et le Réseau d'analyse stratégique. Et finalement, nous entendrons quelqu'un que je connais bien, puisqu'il vient de terminer son mémoire de maîtrise sous ma supervision, Laurent Charbonneau. Euh, on a dit dans la biographie qu'il était finissant, mais je pense qu'on peut dire qu'il a terminé sa maîtrise en sciences politiques à l'Université de Montréal, maîtrise qui portait sur les dynamiques franco-allemandes autour du concept d'autonomie stratégique. Et je précise aussi que Laurent a une expérience pratique puisqu'il a travaillé à la fois à l'OTAN et à la mission du Canada auprès de l'Union européenne. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à Jean-Charles Larsonneur qui me permettra d'intervenir s'il dépasse les 10 minutes de manière orale. Évidemment, sur Zoom, c'est toujours un petit peu compliqué de dire un mot. Monsieur Larsonneur, à vous. Merci, cher Frédéric. Merci, cher Laurent, de cette invitation pour ce colloque sur un sujet passionnant et en effet d'une actualité brûlante. Brûlante parce que le monde n'a jamais été aussi dangereux et que par conséquent, la politisation des enjeux de défense non seulement s'impose à tous, non seulement est une nécessité, on y reviendra, mais est aussi, je dirais, une forme de danger, ou en tout cas est susceptible de dérive ou de manipulation. Parce que dès qu'on parle politisation, on parle aussi de vulgarisation, on parle d'émotion, on parle de masse, on parle parfois de manipulation des masses, je vais y revenir. Et donc, on arrive au fond à cette question fondamentale pour la démocratie, qui est de savoir à quel point une opinion par rapport à des acteurs politiques peut se former un avis éclairé sur une situation donc militaire, une situation de défense, une situation géopolitique. Bon. Alors, puisque au fond, c'est ce que je crois que je peux apporter de mieux à ce colloque, j'aimerais peut-être traverser ou évoquer un certain nombre de situations, non sans esquisser une forme de typologie des formes de politisation dans le jeu de défense, mais qui sont au fond des exemples, soit récents, soit vécus, parfois les deux, c'est encore mieux, de politisation qui ont amené des effets utiles, parfois vertueux, parfois peut-être pervers, nous y reviendrons, sur eh bien, l'état du monde et la géopolitique. Alors, la politisation, ça peut être plein de choses, en fait. Hein. Ça peut être rendre politique un thème et le faire monter dans l'opinion. Ça peut être mener des politiques publiques afin de révéler certains enjeux ou objectifs. Ça peut être parfois révéler du renseignement, on y reviendra, ou des informations qui sont cachées et les rendre publiques pour obtenir des effets politiques. Bon, donc il y a beaucoup d'éléments là-dedans. Peut-être on pourrait commencer par ce que j'appellerais classiquement la politisation électorale. Bon. Un bon exemple récent, allons droit au but, ce sont les élections européennes de 2024, donc de ce printemps, où en Europe, de manière générale et singulièrement en France, je vais prendre l'exemple français parce qu'il m'est le plus familier, on a une polarisation très forte autour de partis qui se saisissent de la question de l'Ukraine pour monter et faire au fond de l'Ukraine le thème principal de leur campagne. Je pense notamment aux sociodémocrates et Raphaël Glucksmann de Place Publique, qui s'en sert et qui obtient de très bons résultats grâce à cette méthode. Et de l'autre côté, sur un autre bord, plus à gauche en l'occurrence, Jean-Luc Mélenchon et ses insoumis qui politisent le sujet de Gaza
dans la suite du 7 octobre, et qui là aussi, recherchant tout un vote plus communautaire, parviennent à mobiliser un nouvel électorat, alors avec des résultats positifs lors de ces élections européennes, mais surtout très puissants lors des élections législatives qui vont suivre en juin 2024. Donc ça, c'est, je dirais, la politisation électorale classique, on pourra revenir là-dessus aussi. Alors, il y a évidemment la politisation, manipulation pure et simple. Là, l'archétype, ou l'exemple, non pas fondateur, mais dans l'histoire récente le plus marquant, et que j'ai vécu pour le coup, alors j'étais encore un peu jeune, comme étudiant en sciences politiques, c'était le sujet de la Seconde Guerre d'Irak de 2003 et de l'invasion sur le prétexte d'armes de destruction massive qui n'existaient pas, bon, mais qui néanmoins ont formé une opinion pour, contre, etc., sur la base d'une information qui en effet était fausse, ce qui nous ramène à la question des fake news. Peut-être que je garderai mes développements pour les fake news parce que je crois qu'une thématique et un colloque particulier, en tout cas une session particulière, sont dédiés à ce sujet. Troisième manière de politiser, c'est ce que j'appellerais un petit peu la politique spectacle. Alors, c'est par exemple l'apanage de puissances moyennes comme la France, qui, pas forcément capables de peser sur le cours des choses, vont essayer quand même de montrer qu'elles jouent un rôle. Alors, je prends un exemple tout chaud, tout récent, c'est Emmanuel Macron, président de la République française, qui, à l'occasion de la réouverture de Notre-Dame, invite Trump et Zelensky, le met en spectacle, le met en scène, avec photo à l'appui, dans l'idée qu'il serait au fond un pivot dans la solution qui sera trouvée pour le cessez-le-feu en Ukraine. Vrai, pas vrai, on voit les communiqués qui suivent là ces jours-ci et on peut se dire qu'il n'y a pas eu forcément convergence, mais enfin, on se met en scène et on politise par la mise en scène. À titre plus personnel, lors de l'étude ou de l'examen de la dernière loi de programmation militaire, j'avais fortement mis en scène, c'était un choix personnel et politique, un sujet parmi d'autres, peut-être pas le plus technique, peut-être pas le plus nécessaire sur le fond, mais qui permettait au fond d'en appeler à l'opinion publique parce que ça parlait à beaucoup de gens, c'est l'exemple des porte-avions en France. Vous savez qu'on a un porte-avions, que le sujet c'est de le remplacer, mais qu'un débat qui, pour le coup, trouve beaucoup d'écho dans l'opinion française dès qu'on parle de militaires et d'équipement et d'équipement des forces, c'est la question du deuxième porte-avions. Et donc, pour attirer l'attention sur, au fond, le format de la Marine nationale et ses missions, ses objectifs et ses moyens, j'avais été un fervent défenseur, je pourrais y revenir aussi parce que je vais tâcher de ramasser, d'avoir dans la programmation un second porte-avions. Réaliste par réaliste, on pourra y revenir sans problème dans les questions. Quatrième point, qui est un point un peu problématique, c'est ce que j'appellerais la politisation de mode ou la politisation moutonnière, quoi. Il s'agit en fait, on se rend compte que des effets de consensus se créent de manière un peu ponctuelle. Alors, l'exemple le plus frappant peut-être ces dernières années en Europe, c'est la relance du militaire franco-allemand autour de grands programmes, le Tigre, la patrouille maritime, le drone MAL, le nouveau char de combat, le nouvel avion de combat, le fameux SCAF. Et au fond, pendant un temps, tout le monde se met à dire un petit peu la même chose dans la classe politique, c'est il faut faire, c'est bien, c'est formidable. Là aussi, je pourrais entrer dans les détails un peu plus tard. Et puis, donc, on a une espèce de vulgate qui s'installe, ça devient comme une espèce de fait acquis. Et inversement, ça se retourne assez vite. C'est-à-dire que quand on se confronte aux réalités des rapports de force industriels, politiques, au pas de temps et aux réalités politiques de ces différents pays, enfin, en l'occurrence des deux pays partenaires, France et Allemagne dans le cas d'espèce, bon, on voit que ce n'est pas si simple, évidemment, et puis là, ça se retourne, et alors du coup, c'est politique d'une manière, puisque les oppositions s'en saisissent pour dire, voyez bien que ça ne marche pas, etc. Autre exemple, la politisation, je dirais, qu'on pourrait qualifier comment dire, d'un petit peu, ouais, la politisation à côté de la plaque ou non voulue, quoi, non souhaitée. Alors ça, c'est l'exemple, par exemple, du service militaire. C'est assez frappant de voir que ce sujet revient régulièrement dans les opinions publiques occidentales, et notamment en France, où il n'y en a plus depuis longtemps maintenant. Et l'idée, c'est que le sujet est mal posé. Alors, tout le monde dans les chaumières ou dans les déjeuners en ville ou du dimanche en famille a une idée sur le service militaire, mais le débat va être décalé. C'est-à-dire qu'en fait, il va se poser plutôt sur ce que pourrait apporter le service militaire en termes d'enjeux sociétaux, sur
l'intégration, la mixité, et pas du tout sur le sujet de fond, qui, à mon avis, est le vrai sujet, qui est de savoir si on a besoin, oui ou non, par exemple, en tant que France, pour des questions militaires ou de défense, d'avoir une classe d'âge en armes capable de contribuer à la défense de l'Europe ou du pays. Autre exemple, je le citais en introduction, et qui me paraît très très intéressant dans la période, parce que ça nous raccroche quand même au sujet de la désinformation qui est partout en réalité et qui est très transversale, c'est ces exemples où on politise en décidant de déclassifier ou de révéler des éléments qui étaient non tenus à disposition du public. Je cite quelques exemples, et j'essaye d'aller vite, ça permettra d'amener peut-être du débat. L'exemple des satellites peut révéler par donc l'espionnage de satellites français, en l'occurrence par des satellites renifleurs russes, qui avait été révélé par la ministre Florence Parly à l'époque. L'exemple du charnier de cadavres à Gossi, vous savez, au Mali, où sur les réseaux, vous aviez une campagne importante indiquant que c'était les militaires français qui avaient participé à ce massacre et donc concouru à la mise en place de charniers. Et les armées françaises avaient décidé à l'époque, l'état-major avait décidé, au fond, de révéler, à travers des images qui étaient classées, classifiées, de montrer que c'était bien Wagner, qui pour le coup était un vieux sujet, ça fait déjà 10 ans qu'on en parlait dans des cercles informés, mais un sujet que l'opinion publique connaissait mal en Europe et en France. Et donc là, on montre, grâce à des images qui sont déclassifiées, que, au fond, c'est bien la Russie, en tout cas cette milice Wagner, qui est au cœur du massacre. Dernier exemple peut-être, et qui est très intéressant celui-là aussi, c'est quand les États-Unis décident au fond, de révéler, avant le déclenchement de la guerre en Ukraine de février 2022, au fond, le plan russe, et de dire, au fond, de politiser la chose en disant la Russie va le faire. Ce n'était pas une évidence, il y a une dimension de pari là-dedans. Parce qu'on se dit deux choses. On se dit, si on révèle au fond les plans de l'ennemi, peut-être que ça va l'inciter à faire autrement. Voilà. Et puis, on veut secouer aussi un petit peu les opinions occidentales, notamment européennes, notamment les plus à l'ouest en Europe, parce que je vous assure que dans le B9, de l'Estonie jusqu'à la Roumanie ou à la Bulgarie, on est bien au courant des manœuvres russes, mais effectivement, à Londres ou à Paris, c'est peut-être, ou à Rome, c'est un peu moins évident. Et donc, double manœuvre, essayer peut-être de faire changer ses plans l'adversaire, et deuxièmement, de remuer un petit peu les opinions, les états-majors et les classes politiques, qui, avant février 22 sur l'Ukraine, sont tout à fait amorphes. J'étais à l'époque l'un des rares, peut-être le seul, à annoncer que ça allait se gâter en Ukraine à l'Assemblée nationale française. Bon, voilà quelques exemples qui montrent quand même qu'il y a plusieurs façons de politiser, avec des effets réussis ou pas, avec des effets plus ou moins positifs. Ça peut être évidemment faire l'objet de débat. Je conclus sur une idée forte, à mon avis, qui est que j'esquisse en introduction, qui est qu'au fond, politiser un sujet de défense, ça ne marche que lorsqu'on a une opinion, lorsqu'on a une population qui est au fond, qui a un niveau d'éducation, un niveau d'information qui la rend capable d'appréhender ces sujets et de gérer l'information correctement. Donc, c'est vraiment la vieille question démocratique. Si on veut rendre les sujets, voilà, si on veut diffuser ces sujets et en faire un enjeu démocratique, il faut que la population puisse s'en saisir autrement que sous l'angle d'une réception passive et sans analyse critique. Je note quand même que les choses évoluent. Elles évoluent sous différents aspects. J'ai été assez frappé lors d'une intervention dans une classe de CM2 il n'y a pas très longtemps d'avoir un élève qui me disait, CM2, donc vraiment le niveau premier degré en France, de me dire, oui, mais alors quand même, est-ce que KNDS, donc vous savez, cet industriel qui est, cette entité qui est à la fois, qui est le rapprochement de Nexter en France et de KMV en Allemagne, de dire, est-ce que KNDS n'est pas un miroir aux alouettes et est-ce que vraiment ça sert les intérêts industriels français et allemands? Bon, en CM2, ce n'est pas courant. Alors, j'étais sans doute un élève particulièrement éduqué, mais je constate que dans toutes les classes, pour la France, depuis en gros les attentats terroristes de 2015, bien sûr qu'après il y a eu l'Ukraine et beaucoup de choses, mais il y a globalement une conscience citoyenne, ce qu'on appelle en France, on aime utiliser ce mot-là, ce concept-là de lien armée-nation, qui est un sujet intéressant, une conscience citoyenne sur les enjeux géopolitiques et de défense qui tente à augmenter. Il y a un intérêt très fort, en tout cas, quand je faisais de la politique, que je faisais une réunion publique, j'avais en moyenne 2 fois plus de personnes quand ça
toucher un sujet de défense ou de géopolitique par rapport à des sujets de politique nationale. Donc ça montre qu'il se passe quelque chose. Bon. Après, encore une fois, hein, dans les exemples que j'ai cités, il y a des exemples intéressants et d'autres qui montrent plutôt qu'on est sous l'angle de la manipulation ou d'une politisation qui peut être néfaste. L'importation, par exemple, du sujet Gaza-Israël dans les sociétés occidentales est en général pas très bonne pour le débat politique. Je pourrais là aussi développer. J'ai un autre exemple, peut-être je vais conclure là-dessus, qui est intéressant, c'est celui de la dissuasion en France, qui est souvent considéré comme un sujet de consensus. Moi, j'ai jamais trop cru à cette question de consensus sur la dissuasion. Il me semble surtout qu'il n'y avait pas de débat pendant longtemps parce qu'en fait, la situation était assez gelée dans un contexte de dividende de la paix et post-guerre froide. Le débat s'est un peu réveillé lors des débats de 2023 sur la programmation militaire française, notamment du fait de la France insoumise qui a essayé de porter la critique. Vous savez que c'est un parti qui est plutôt antinucléaire, en tout cas qui a un électorat plutôt antinucléaire, qui est pro-Tian, donc pro-traité sur l'interdiction des armes nucléaires, et qui devait quand même composer avec une forme de réalisme. Donc l'approche qui a été prise, c'est de dire ah oui, mais en fait, on n'est pas pour un désarmement unilatéral, mais on voudrait quand même limiter les budgets liés à la dissuasion pour plutôt les mettre sur la préparation d'une arme de dissuasion qui serait autre. C'est un peu fumeux, mais c'était ça le débat. Et ne pas moderniser la dissuasion. Bon, à un moment, la dissuasion, c'est un peu binaire. La grammaire est subtile, mais c'est quand même un peu binaire. Ça marche ou ça ne marche pas, sinon on ne dissuade personne. Et donc, évidemment, si on ne modernise pas, la dissuasion ne dissuade plus personne. Et quant à une arme autre que l'arme nucléaire qui permettrait de dissuader, ben, ce serait au fond créer une arme encore plus terrible que l'arme actuelle, et ce serait peut-être encore plus dangereux. Mais l'idée était de pouvoir dire on n'est pas irresponsable, on est bien au courant des enjeux politiques, et en même temps, on est contre le nucléaire. Voilà. Dernier point peut-être, vraiment j'en termine, pour dire que pour qu'il y ait politisation, il faut quand même qu'il y ait une forme de tenue, disons les choses comme ça, à la fois de la classe politique et du système politique. Quand vous avez de l'instabilité politique qui est trop grande, ça devient compliqué. Et on a un exemple très concret, très direct en France en ce moment. Il ne vous a pas échappé que, faute de majorité depuis juin 2024, le gouvernement français était bien en peine, enfin le gouvernement démissionnaire actuellement, puisqu'il n'y en a plus, était bien en peine, puisqu'il il a fait l'objet d'une censure, était bien en peine de prévoir un budget. Or, quand on parle défense et quand on parle programmation militaire, il faut bien sûr que les budgets annuels soient votés. Là, aujourd'hui, le budget français est à peu près 50 milliards de dépenses annuelles. Il était prévu, par exemple, et avec tout ce qui va avec, hein, en termes de capacité et d'équipement, de passer à 53 milliards à peu près l'année prochaine. Eh bien, en l'absence de gouvernement, sauf ce gouvernement démissionnaire, et en l'absence de budget voté à l'automne, on verra ce qui se passe au printemps, eh bien, au fond, tout le plan qui était prévu, toute la programmation qui était prévue pour la montée en puissance des armées est au minimum gelée, et c'est donc pas sans conséquence. Et je crois que l'instabilité politique, dans un contexte de polarisation croissante dans beaucoup de démocraties, de beaucoup de systèmes représentatifs actuellement, est quand même un sujet. C'est vrai en Allemagne aussi, où les coalitions changent beaucoup, ne sont pas forcément aussi stables qu'il y a 10 ans ou 20 ans, et où par conséquent la prévisibilité en matière de défense est moindre à la fois pour les concitoyens du pays en question, en l'occurrence l'Allemagne, mais aussi pour les partenaires. Je parlais de franco-allemand à l'instant, c'est pas pareil avec une coalition jamaïque ou avec une majorité de CDU, par exemple. Voilà. J'en termine là parce que je veux bien développer ensuite avec grand plaisir, mais j'essaie de me tenir à l'exercice. Voilà. Merci, Monsieur Larsonneur. Alors, je vous ai laissé dépasser de 5 minutes, mais je donnerai le même privilège à nos autres intervenants. On a un petit peu plus de temps que prévu, je crois, de toute façon. Donc, Laurent Borzillo, à toi. Merci beaucoup, Frédéric. Attends, juste. Non, oui, merci beaucoup, donc, Frédéric, pour me donner la parole. C'est intéressant, donc, le propos final, donc, de Monsieur Larsonneur, parce que je vais revenir dessus dans les exemples que je vais donner, justement, sur le franco-allemand, puisque, donc, ma présentation portera plus sur, bon, l'aspect un peu plus peut-être théorique et historique, mais sur le fait de savoir si, dans certaines manières, on n'assiste pas à la fin du caractère discret des politiques de défense et d'orientation stratégique, puisque en fait, historiquement, on a toujours eu tendance à considérer ce genre de politique comme des politiques peu politisées, au sens médiatisé, ou qui faisaient objet de débats publics,
parce que ça intéresse moins le citoyen aussi. Donc les partis politiques vont moins aller dessus, et à partir de là, les débats, s'il y en a, sont des débats plus feutrés ou limités dans des cercles particuliers que véritablement des débats donc publics et courants. Et en fait, ce qui est intéressant à noter par rapport à ça, c'est que c'est vrai, quand on voit la guerre russo-ukrainienne et l'impact sur dans nos sociétés, on a tendance à croire donc désormais que la politisation, c'est quelque chose de courant, qui a toujours existé. Or, dans les faits, ça n'a pas été le cas historiquement. Historiquement, on a même dans le milieu académique toute une littérature, surtout à peu près fin des années 2000 et début des années 2010, qui revenait régulièrement en débat académique sur le fait que tout ce qui était politique en lien avec les enjeux de défense ou d'orientation stratégique, c'était plutôt des politiques, encore une fois, plutôt discrètes, où il n'y avait pas tellement encore une fois, de médiatisation dans un premier temps, et au-delà de ça, donc de politisation au sens prise, saisine de l'enjeu par des partis politiques, avec parfois polarisation. Ce qui est intéressant à noter, c'est que quand même, dans les faits, historiquement, il y avait justement des précédents contraires, c'est-à-dire il y a des exemples historiques où très tôt, y compris très anciens, on a eu politisation et polarisation sur des enjeux. Typiquement, si on remonte dans le temps, on a eu par exemple, que ce soit les participations américaines et canadiennes dans les 2 conflits mondiaux, à chaque fois, ça a eu des débats extrêmement importants aux États-Unis ou au Canada, encore plus par exemple au Québec avec la question justement des volontaires, du service, etc. Donc on voit bien que historiquement, il y a toujours eu en fait des exemples de politisation d'enjeux de défense, d'orientation stratégique ou donc de politique étrangère. Un autre exemple qu'on pourrait donner un tout aussi ancien, mais un peu moins, c'est par exemple, mais qui est en lien aussi avec ce qui se passe dans la société actuelle et la relation avec Moscou, c'est tout simplement la crise des euromissiles. La crise des euromissiles dans les années fin 70-80, avec les tensions en Allemagne, avec donc justement l'impact que ça pouvait avoir à l'époque sur les coalitions en Allemagne et sur le positionnement des Alliés. Donc, il y a toujours eu en fait contrairement à l'image que on a pu avoir un peu académique pendant un certain nombre d'années, il y a toujours eu des exemples de politisation qui ont existé selon donc les pays, les circonstances. Et en fait, quand on regarde justement ce phénomène de manière plus large, on dirait que en fait la politisation des politiques justement de défense ou d'orientation stratégique, c'est souvent en fait ça relève souvent d'un caractère aléatoire. En fait, ça dépend du pays, du contexte politique, des sujets, et ce qui va être politisé dans un pays ne va pas être dans l'autre. Typiquement, et ça, bon, ça je vais aborder juste après, mais si on prend la question des drones, il n'y a jamais eu vraiment de politisation des enjeux de défense sur le fait d'acquérir des drones, que ce soit aux États-Unis ou en France. En Allemagne, c'est le cas que je vais développer après, ça n'a pas du tout été le cas. Donc c'est pour ça que dans le cadre de cette communication, en fait, je vais revenir un petit peu sur certaines études comparatives que j'ai pu mener donc ces derniers mois avec plusieurs collègues, que ce soit Marc Aumunier, Justin Massy et Benjamin Quevas, également Manon Fitzpatrick, avec en particulier 3 pays qu'on a étudiés donc avec ces personnes-là selon les enjeux, qui sont donc la France, l'Allemagne et le Canada. Ce qui fait que bon, je reviens dans un premier temps sur la politisation dans le cas des politiques d'acquisition avec le cas allemand, pour après aborder plus spécifiquement le cas des opérations extérieures, la politisation donc des opérations extérieures, des interventions militaires internationales avec le cas français et canadien, sachant que ces 2 cas permettront d'aborder la question qui a été soulevée justement par M. Jean-Charles Larsonneur, qui est de la politisation électorale, c'est-à-dire à partir du moment où là, on parle carrément de politisation pendant une campagne électorale. Donc, dans un premier temps, pour ce qui est donc de la politique d'acquisition de matériel militaire, si on prend le cas allemand, c'est assez intéressant parce que ça montre que justement, il peut y avoir politisation d'acquisition de matériel militaire à un point extrêmement élevé avec plusieurs conséquences. Il y a 2 cas que je voudrais citer qui sont en plus récents. C'est le cas de l'armement nucléaire en Allemagne et celui donc des drones pour la Bundeswehr. Si on prend par exemple le cas de l'armement nucléaire en Allemagne, il faut savoir bien évidemment l'Allemagne n'a pas d'armes nucléaires, n'est pas du tout pas du tout de politique de visant à se doter de l'arme nucléaire, mais l'Allemagne fait partie donc au sein de l'OTAN des pays qui contribuent au partage nucléaire.
enfin, au parapluie nucléaire otanien, ce qui fait que en fait l'Allemagne s'engage depuis donc plusieurs décennies dans le cadre de l'OTAN à avoir des avions qui peuvent emporter donc des bombes nucléaires américaines dans le cadre de la dissuasion et des plans otaniens. Or, en fait, les avions qui permettaient cela, ce sont les avions Tornado, qui ont été mis en service dans les années 80. À la fin de la deuxième décennie donc, du 21e siècle, c'est-à-dire à peu près à partir de 2015, de plus en plus, il devenait clair qu'il fallait les remplacer. Parce qu'il y avait quand même des avions qui avaient déjà plus de 35 ans de service, donc il y avait un besoin de remplacer. Le problème, c'est qu'au même moment, on était en plein dans la période, justement, au niveau un petit peu encore mondial, on va dire plutôt anti-nucléaire, enfin, de mouvements pro anti-armes nucléaires. Également, enfin, quelques années plus tôt en Allemagne, vous avez eu la décision donc des gouvernements Merkel donc de désinvestir dans l'énergie nucléaire. Et en fait, on avait un positionnement aussi très fort des Verts, du Parti des Verts, contre justement la participation allemande au partage nucléaire au sein de l'OTAN. Et en fait, compte tenu de cela, alors que normalement il y aurait dû avoir un nouvel appareil dès à peu près, enfin qui aurait dû être planifié dès la deuxième moitié de la deuxième décennie, c'est-à-dire à partir de 2015-2016, dans les faits, il y a eu un blocage. Il y a eu un blocage récurrent pendant plusieurs années. Et en fait, au final, la décision de trouver un remplaçant, elle n'a pas été prise parce qu'il y a eu enfin un accord qui a été trouvé. Elle a été prise en fait grâce, d'une certaine manière, on pourrait dire, grâce à l'invasion russe donc en Ukraine, puisque c'est ça en fait qui a fait que les Verts ont abandonné leur opposition et que quasiment presque du jour au lendemain, on est passé d'un Bundestag, d'un gouvernement qui ne savait pas quelle arme, enfin quel avion ils allaient prendre et s'ils allaient continuer. Ah ben finalement, ben oui, on continue le partage du fardeau nucléaire et au final, ben, pour aller plus vite, puisqu'il faut prendre une décision rapidement, ben on va choisir des F-35 américains. Parce que justement, c'est ce qu'il y a sur les guerre disponibles. Donc on va faire cela et au moins en plus, ça permet d'acheter américain. Donc ça peut toujours être utile dans les débats au sein de l'Alliance. Deuxième exemple donc, des impacts que peut avoir la politisation sur les sur les processus d'acquisition, le cas des drones de la Bundeswehr. Il faut savoir que si on parle des drones, alors je ne parle pas des drones modernes qu'on voit beaucoup donc dans la guerre, enfin, que ce soit donc en Syrie ou en Ukraine, mais les drones classiques, c'est-à-dire que enfin de la taille de mini-avions donc que les Américains ont beaucoup utilisé, que ce soit en Afghanistan, en Irak ou au Yémen. Dans les faits, vous avez une utilisation depuis plus de à peu près donc un quart de siècle. En Allemagne, les réflexions sur le sujet dataient de la fin de la première décennie, c'est-à-dire gouvernement noir-jaune, Merkel, donc entre 2009 et 2013. 2009-2013, vous avez un gouvernement allemand qui dit à l'époque que oui, il est temps que la Bundeswehr se dote de drones de ce type-là. Problème, c'est que vous avez nouvelle élection, nouvelle majorité qui arrive au pouvoir, majorité noir-rouge, c'est-à-dire SPD et conservateurs. Or, qu'est-ce qui se passe? Les sociodémocrates n'étant pas tellement en faveur de ce genre d'armes, vous avez un débat qui traîne, vous n'avez pas de décision qui est prise. Une avancée par rapport à ça seulement donc à partir de la fin de cette législature-là, parce qu'on est à l'époque dans le cadre du consensus de Munich, donc à partir de là, il y a une réflexion, mais nouvelle élection, temps d'arrêt. On recommence heureusement avec les mêmes partenaires, mais malgré ça, il faut attendre donc la fin de il faut attendre la fin donc de cette législature pour que à nouveau il y ait des engagements sur on va prendre des drones pour la Bundeswehr, et ce alors qu'il y a eu plusieurs donc auditions au sein du Parlement et qu'en fait vous avez toujours des opposants qui font tout pour retarder la décision. Et là encore en fait, dans les faits, ce qui va permettre un déblocage, c'est la guerre russo-ukrainienne. C'est là où à partir de là où, comme par hasard, en février-mars, enfin exactement mars-avril 2022, vous allez avoir une décision du gouvernement allemand, du Bundestag, d'acheter des drones. Ça va être des drones justement de l'entreprise israélienne, donc Israel Aerospace Industry, ce qui fait que depuis cette année, vous avez enfin des drones de ce type-là au sein de la Bundeswehr, mais qui résultent d'un processus commencé il y a plus de 15 ans et qui aurait dû déjà être doté depuis un moment. Et en fait, c'est assez intéressant le cas aussi en particulier des drones en Allemagne, puisque ça illustre bien aussi l'impact complémentaire d'une politisation négative. Puisque d'une part, ça a été un peu évoqué dans la précédente intervention,
cette poétisation négative sur la question des drones a un impact sur les coopérations internationales, en particulier dans le cadre franco-allemand, puisque, par exemple, le programme du futur avion commun franco-allemand comprend des drones. Or, les atermoiements allemands ont retardé les discussions justement sur quel type de drone allait accompagner le SCAF, puisque le SCAF est censé justement être accompagné de drones et pas seulement juste d'un avion. Au-delà de ça, vous avez aussi une politisation négative à travers la confusion des enjeux, puisque dans le débat allemand, on a eu régulièrement des personnes qui faisaient, puisque là on parlait de drones pilotés par des individus dans des bases, on a eu d'emblée des accusations de ah ben non, en fait, ce qu'on veut créer, c'est des systèmes d'armes létales autonomes, ce qu'on a actuellement justement maintenant. Donc on a eu une confusion par rapport à ça, et au final, on a un retard majeur de l'armée allemande sur ces questions-là. Retard qui est encore plus criant, alors que on voit avec les conflits récents, les drones de ce type-là ne sont quasiment plus utilisés. Dans les faits, pas utilisés, j'exagère un peu, mais ne font plus partie ne sont plus des variables déterminantes. Si vous vous rappelez, au début de la guerre en Ukraine, on parlait beaucoup, par exemple, des drones turcs qui étaient justement utilisés par les Ukrainiens. Dans les faits, on n'en entend plus trop parler, parce qu'on est passé aux autres drones, c'est-à-dire des petits drones qui sont facilement consommables, ce qu'on appelle les munitions rôdeuses. Donc on voit qu'il y a eu une évolution par rapport à ça. Autre domaine dans lequel justement la politisation peut avoir un impact, c'est celui des opérations internationales. Là encore, ce qui est intéressant à noter, c'est que traditionnellement, on a la vision qu'il y a peu eu de politisation pour les interventions internationales, alors que dans les faits, ça n'a pas été le cas, y compris sur les 30 dernières années. Il y a eu plusieurs interventions où justement, internationales, où il y a eu des politisations, y compris politisation électorale. Vous avez eu, par exemple, pour amener sur le débat d'autres pays européens, en 2012, vous avez eu une politisation de la contribution française en Afghanistan par le candidat socialiste. Dans les faits, n'a pas vraiment eu une influence dans la campagne, mais qui avait été quand même utilisée. Et puis là, par contre, où vous avez eu en Europe un exemple flagrant de politisation avec politisation électorale réussie, c'est le cas des élections en Espagne en 2004, où à 3 jours de l'élection, vous avez une victoire des conservateurs qui est clairement annoncée. 3 jours avant, vous avez les attentats de Madrid où le gouvernement espagnol d'emblée accuse l'ETA et donc les séparatistes basques. Ce n'était pas le cas, ce qui fait que 3 jours après, la question de la participation en Irak de l'Espagne devient un enjeu majeur, et à cause de cela, vous avez une défaite des conservateurs et une victoire qui à la base n'était pas prévue, donc des socialistes. Donc ça a en fait toujours existé. Et dans le cadre des recherches que l'on a menées récemment, donc avec les collègues que j'ai mentionnés, on a beaucoup étudié par exemple le cas des opérations menées contre Daesh, en particulier entre 2014 et 2017, que ce soit par la France ou le Canada. Et en fait, ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que si on prend par exemple le cas français, on parle quand même d'un pays pour lequel ces opérations-là, c'était la deuxième opération derrière les opérations Sahel, donc où il y avait énormément de moyens militaires. En plus, on avait quand même, on était dans le cas d'un pays, la France, qui avait été frappé par plusieurs attentats menés par Daesh, que ce soit donc 2015 ou même 2016, lors du 14 juillet. Et en fait, ce qui est intéressant à noter, c'est que malgré ce contexte-là, malgré les attentats, malgré la participation, en fait, en 2017, lors des élections qu'on a suivies, il n'y a pas vraiment eu de politisation électorale sur le sujet. Ça n'a pas du tout été un débat, alors qu'il y avait ces éléments-là. Inversement, si on prend le cas canadien 2014-2015, vous avez quasiment l'opposé, c'est-à-dire une participation quand même qui est très limitée à la base, puisqu'on parle de quelques contributions aériennes, mais vous avez d'emblée une opposition politique forte de la part des libéraux et du NPD, ce qui fait que ça va être un enjeu de campagne électorale qui va être utilisé par les conservateurs. On va même avoir un débat lors de l'élection 2015 sur les enjeux de politique étrangère et de défense au Canada. Et en fait, pendant un certain temps, la question de la participation canadienne aux opérations contre Daesh va être un enjeu majeur électoral parce que ça va être porté en fait par les conservateurs canadiens. Pour autant, dans les faits, dans les dernières semaines d'élection, ça n'aura pas d'impact, mais ça montre que ça peut devenir justement un enjeu majeur. Ce qui est intéressant aussi à noter par rapport à ce cas-là, c'est que si on prend l'impact de la politisation sur l'opération canadienne qu'on a eue, c'est que lorsque vous avez eu après l'élection donc des libéraux et de Justin Trudeau, vous avez eu une évolution en fait du contingent canadien qui, d'une contribution aérienne, est passé à une contribution principalement terrestre. Alors certes, à travers de la formation, mais qui, et c'est assez paradoxal en fait, mettait plus en danger
le contingent canadien que dans la précédente version. Alors que justement, une des raisons aussi du positionnement libéral contre cette intervention, c'était que justement, ça mettait en danger des soldats canadiens à travers les bombardements. Vous voyez l'impact que ça peut aussi avoir de manière générale. Et en fait, en conclusion, je terminerai là-dessus. Donc, qu'est-ce que nous enseignent donc ces exemples-là et les recherches qui ont été menées? Ben, c'est qu'en fait, c'est que la politisation des enjeux de défense, désormais, tend non pas à être la norme, il ne faut pas non plus exagérer, mais devient de plus en plus courant, peut-être, et même atteint de plus en plus, en tout cas, la politisation électorale canadienne, mais on pourrait parler d'autres cas. Ce qui explique en fait cela, et c'est à travers le modèle qu'on utilise dans les recherches, c'est le modèle de la mise à l'agenda de Soroka, c'est qu'en fait, vous avez trois types d'arènes et trois agendas et acteurs qui interviennent dedans, une arène politique, une arène médiatique et une arène donc électorale qui est l'opinion publique, chacun ayant ses propres règles et ses propres motivation. Et en fait, si on prend en particulier le cas des politiques, ce qui permet d'expliquer pourquoi des acteurs politiques viennent à se mobiliser, à se saisir sur un enjeu de défense, c'est typiquement parce qu'ils s'estiment maîtres de l'enjeu, ou du moins en capacité de s'imposer et d'attirer de l'électorat sur ce sujet-là. C'est ce qui explique pourquoi, par exemple, dans les deux exemples que je viens de citer, au Canada, vous avez une politisation de la participation canadienne contre Daesh, alors qu'à l'inverse, en France, en 2017, ça n'a pas été le cas parce qu'aucun des acteurs n'était vraiment maître de ce sujet. Et en fait, je terminerai là-dessus, appliqué à l'Ukraine, ceci permet de mieux comprendre pourquoi, puisque dans le cadre des recherches qu'on a menées, on s'est intéressé à l'élection italienne 2022. En 2022, en fait, en Italie, alors qu'on était l'année de l'invasion russe en Ukraine, ce sujet-là n'a pas du tout été un enjeu électoral, ça n'a pas du tout été politisé, alors que inversement, c'est ça aussi qui était intéressant, en 2022, en France, lors de l'élection présidentielle et plus particulièrement lors des 3 semaines ayant précédé le deuxième tour, ça a été un enjeu électoral majeur. Les enquêtes électorales montrent que justement la guerre en Ukraine, du moins les enjeux internationaux, ont été un des déterminants majeurs du vote pour le président sortant Emmanuel Macron à ce moment-là. Donc, en conclusion, il est certain que certes, les enjeux de défense ne seront pas toujours des enjeux électoraux majeurs à chaque fois, mais on a des mécanismes, de plus en plus souvent, ça devient le cas, avec parfois aussi des échecs, c'est-à-dire des partis qui essaient de politiser, mais sans forcément un enjeu de défense, sans que forcément ça marche lors des élections, puisque typiquement, je terminerai là-dessus, si on prend les élections européennes 2024, comme ça a été mentionné avant, vous avez eu un certain nombre d'acteurs qui ont essayé de politiser la guerre russo-ukrainienne ou encore Gaza, mais si on prend la guerre russo-ukrainienne, certes, vous avez des acteurs qui ont essayé, mais au final, l'électorat ne s'est pas déterminé dessus, puisque les premiers sondages les premières enquêtes et sondages post-élection qu'on a montrent que dans les faits, c'est pas là-dessus que les électeurs ont fait leur choix, contrairement en 2022. On voit que de plus en plus, on a politisation, mais ça marche pas forcément toujours. Mais par contre, on a aussi des cas de politisation aussi de plus en plus électorale. Je termine là-dessus parce que j'ai largement dépassé mon temps. Et je remercie Frédéric de ne pas avoir coupé. Merci Laurent Borzio. Alors, notre dernier intervenant de ce panel, avant de passer à la période de questions, ce sera Laurent Charbonneau que j'invite à prendre la parole. Oui, bonjour. Alors, j'aimerais ça me pencher avec vous aujourd'hui sur un cas qui est beaucoup plus précis, disons, de politisation, qui est les discours politiques qui entourent l'autonomie stratégique européenne, en passant par le cas des discours de la présidence française et de la chancellerie allemande, en reprenant quelques réflexions de mon mémoire. Et donc, l'objectif, c'est de comprendre comment ce concept-là a été discuté, soit explicitement, soit implicitement en étudiant les discours au plus haut niveau des échelons politiques. Et c'est notamment l'intérêt, c'est que c'est un concept qui peut, disons, être défini de manière assez large. Une définition qu'on pourrait lui donner, c'est la capacité d'une entité politique à prendre des décisions puis à agir de manière indépendante. Mais il y a encore beaucoup de questions qui restent abordées, notamment dans quel domaine, à quelle échelle. Est-ce qu'on parle de l'échelle opérationnelle, industrielle, stratégique? Mais aussi des questions plus philosophiques, comme par exemple, est-ce que l'autonomie stratégique peut être partagée? Est-ce qu'on peut être autonome ensemble au niveau européen? Et donc, je vais vous présenter aussi quelques données quantitatives qui sont issues de ma mémoire, comme je le disais. Je tiens quand même à reconnaître que mes données se basent sur un échantillon qui est tout de même limité, mais que je pense révèle quand même des dynamiques assez intéressantes sur sa politisation au niveau stratégique. Et donc, je vais essayer de vous partager ma présentation PowerPoint. Est-ce que vous la voyez bien? Oui, parfait. Donc, je vais commencer avec le cas français. Évidemment, bon, c'est un cas qui
un peu mieux connue. On sait que surtout sous l'impulsion d'Emmanuel Macron, on a vu une grande européanisation. Et je vous montre un graphique qui montre la répartition des discours sur l'autonomie stratégique en fonction des différents cadres de référence. Et donc, on voit évidemment une européanisation. Et vous pouvez voir sur la ligne en pourpre la portion des discours qui ont été dédiés à l'autonomie stratégique. Je tiens quand même à dire, c'est sur l'échantillon que j'ai choisi, évidemment, il y a une certaine on gonfle un peu la proportion, mais on voit quand même une augmentation assez importante. Moi, il y a deux dynamiques que je trouve assez intéressantes sur le discours sur l'autonomie stratégique au niveau présidentiel français. C'est si vous regardez envers les discours qui portent sur des relations binationales, lorsqu'on se penche spécifiquement sur ces discours-là, on voit que c'est des discours qui se concentrent presque exclusivement sur les relations entre l'Union européenne et le Brexit à travers l'autonomie stratégique. Une autre dynamique un peu plus prégnante puis un peu plus durable, c'est le discours envers l'OTAN qui est supporté par deux arguments de manière assez constante. La première qui est que l'autonomie stratégique ne doit pas être mise en opposition. Et le deuxième argument qui suit le premier, c'est qu'au contraire, l'autonomie stratégique vient en réponse aux attentes américaines et doit justement supporter les efforts militaires de l'OTAN et répondre à ces attentes américaines. Et ce discours-là, en fait, il vient surtout en réponse à comment le discours de la Sorbonne en 2017 d'Emmanuel Macron a été reçu. Et donc, il y a vraiment un effort de clarification conceptuelle qui a été entrepris pour rassurer les alliés, et particulièrement que l'autonomie stratégique ne doit pas être de l'autarcie, en fait, n'est pas de l'autarcie ni de l'anti-américanisme. Un deuxième graphique que je peux vous montrer, c'est en fait on sait que l'autonomie stratégique, c'est essentiellement ou en fait historiquement concentré sur le domaine militaire. Mais ce qu'on voit depuis quelques années, c'est aussi une diversification thématique. Donc, malgré le fait que l'autonomie stratégique à la française reste centrée sur le domaine militaire, on voit qu'il est de plus en plus lié à des domaines économiques, commerciaux ou encore industriels. Et ce qui est intéressant, si on se penche exclusivement sur ces thèmes dans l'ensemble du discours que j'ai analysé, c'est qu'il y a vraiment une européanisation de ces thèmes-là. Donc, si je vous montre les trois thèmes, donc le thème militaire, le thème commercial et le thème industriel, on voit que dans les quelques dernières années, excusez-moi, il y a une européanisation à la fois en fait, de ces trois thèmes-là, et elle vient avec en fait, des liens très forts avec une nationalisation perçue de ces thèmes à travers évidemment la COVID puis l'invasion de l'Ukraine, mais aussi depuis le premier mandat de Trump avec les rivalités soit directement qui visaient l'Union européenne, mais aussi les rivalités sino-américaines. Et notamment les arguments qu'on retrouve, c'est des réponses qui prônent une réponse européenne sur des enjeux directement stratégiques. On peut penser notamment à l'accès aux minéraux critiques, la santé et la défense suite à la COVID et l'invasion critique, l'invasion de l'Ukraine, mais aussi des réponses un peu plus normatives qui portent notamment sur le leadership français dans le domaine climatique qui entraîne des modifications sur les aspects d'énergie puis d'industrie. Je me penche maintenant sur le cas de l'Allemagne. L'un des constats qu'on peut faire au niveau de la chancellerie allemande, c'est simplement que le concept n'est jamais nommé. Donc, c'est assez intéressant parce qu'il va être nommé à d'autres niveaux politiques. On peut particulièrement penser, par exemple, aux propos d'Annegret Kramp-Karrenbauer, qui avait vivement critiqué le concept d'autonomie stratégique. Mais au niveau d'Angela Merkel et d'Olaf Scholz, c'est jamais nommé. Et lorsqu'on essaie un peu de décortiquer, en fait, évidemment, le concept, le mot stratégie, c'est un mot qui est utilisé à beaucoup de choses. Mais lorsqu'on cherche, par exemple, l'autonomie, ça se réfère moins à des questions, par exemple, de relations étrangères ou de politique de défense, qu'à des questions, par exemple, d'autonomisation des aînés ou de l'autonomie des voitures électriques. Par contre, lorsqu'on regarde des mentions plus indirectes, je vous montre ici, on voit certaines références qui débutent à partir de 2018, mais qui vraiment se concrétisent à partir de 2020 jusqu'à 2022. Et ça reste très marginal, mais lorsqu'on regarde ces discours-là, on regarde vraiment, on constate un lien de proximité avec le concept de souveraineté stratégique.
Et donc, si on inclut ce concept-là dans l'analyse, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a effectivement beaucoup de discours qui portent sur la souveraineté stratégique et qui sont, dans leur définition, somme toute liés au discours français d'autonomie stratégique. Donc, on va parler, par exemple, de capacité de prendre et d'acter des décisions, de création de capacités communes et de diminution des dépendances critiques. Cette préférence-là pour le concept de souveraineté stratégique, on peut le voir souvent sur le fait que c'est un concept qui est plus adapté au cadre européen, alors que l'autonomie est vue comme un concept un peu plus étatique. Donc, il y a une certaine proximité qui est plus, en fait, qui est plus adaptée au cadre européen. Mais si je reviens sur la définition, en fait, comment on en parle, il y a quand même deux différences notables que je trouve importantes de nommer. D'abord, c'est l'accent mis sur la capacité de prendre des décisions au niveau européen. Et ça va passer, par exemple, par la promotion d'idées comme le Conseil européen de sécurité ou encore la promotion de la majorité qualifiée en politique de défense, alors qu'en France, lorsqu'on parle de la capacité de décision, on y pense surtout au niveau militaire, par exemple en parlant de renseignement militaire. Donc, à ce niveau-là, il y a quand même une différence. Une deuxième, c'est les priorités thématiques qui y sont données, alors qu'en France, comme je l'ai montré, il y a vraiment une priorité qui est donnée aux militaires. On voit qu'au niveau de la souveraineté stratégique à l'allemande, il y a une place beaucoup plus grande qui est donnée au domaine industriel et économique. Et ça va passer par des sujets comme la souveraineté numérique ou la souveraineté sanitaire. Lors d'une entrevue, j'avais un participant qui m'avait donné en fait une réflexion que je trouvais très intéressante puis que je vais vous partager. En fait, il m'avait dit, lorsqu'on parlait de la production de vaccins pendant la pandémie, il m'avait dit, avec les vaccins, on s'est rendu compte qu'on avait l'autonomie stratégique, donc on l'a voulu. Et donc, il y a eu une certaine normalisation du concept, étant donné qu'on sortait du domaine militaire. Un autre changement notable que j'aimerais partager, puis je vais le faire vite parce que je pense que je dépasse tranquillement mon temps, c'est la relation à l'histoire qui est exposée à travers les discours de Scholz. Évidemment, on pense au mot-clé de Zeitenwende, mais ça s'accompagne de deux types de discours que j'ai notés que je trouvais intéressants. C'est d'abord l'argument qui vise à réhabiliter l'Allemagne comme puissance, mais aussi son rapport à la puissance. Et la deuxième que je trouve particulièrement intéressante, c'est une approche qui est beaucoup plus décomplexée vis-à-vis de l'histoire du pays. Et donc, si vous voulez, j'y reviendrai, mais je reste là, mais je trouve que c'est quand même un élément analytique assez intéressant lorsqu'on se penche sur l'attitude allemande vis-à-vis de l'autonomie stratégique. Et donc, en conclusion, je sens dans les discours présidentiels français et de la chancellerie allemande deux moments de convergence assez importants. Le premier, lors de la COVID-19, où on voit que l'autonomie stratégique s'est élargie à des domaines non militaires, donc la santé, les ressources critiques, par exemple. Et donc, il y a eu une certaine normalisation, à la fois en France et en Allemagne pour deux raisons assez simples, notamment le fait que c'était maintenant assez nécessaire d'avoir cette autonomie-là dans des domaines non militaires et que l'opposition OTAN-Europe n'existait pas. Et un deuxième moment de convergence, euh, et mes prédécesseurs en ont donné un mot, mais c'est évidemment la guerre en Ukraine, où là, on a eu une certaine légitimation du concept d'autonomie stratégique maintenant dans le domaine militaire. Et par, par deux constats principaux, donc, évidemment, l'Europe aurait beaucoup de difficultés à se défendre seule si elle vivait la même situation que l'Ukraine, mais aussi que l'aide à long terme de l'Ukraine mettait au défi non seulement les capacités américaines, mais sa volonté à défendre l'Europe. Donc évidemment, il y a eu beaucoup de cas plus précis, notamment industriels, où on sent encore des divergences puis des tensions, mais le discours de la chancellerie allemande et de la présidence française montre quand même une certaine convergence dans leurs attitudes vis-à-vis de l'autonomie stratégique. Donc, je m'arrête ici, puis j'arrête le partage, mais ça va me faire plaisir de revenir sur certaines questions. Merci. Merci beaucoup, Laurent Charbonneau. Alors, nous passons maintenant à la période d'échange. Je vous invite à préparer vos questions et à lever la proverbiale main.
et je donnerai les tours de parole. En attendant, je vais me permettre de poser une question à chacun de nos intervenants, simplement pour vous laisser le temps de réfléchir. En commençant par M. Larsonnat. Alors, Laurent Borzillo, dans son intervention, a parlé de la différence entre la politisation positive et la politisation négative. Et on voit bien comment la politisation négative, qui vient souvent du bas, consiste à contester, par exemple, une politique de défense. Et donc, il y a un élément clivant, mais qui n'est pas nécessairement voulu par les décideurs politiques. Je me demandais si dans votre expérience, dans vos observations, vous aviez eu l'occasion de réfléchir à justement ces formes de politisation négative, mais venant du haut, c'est-à-dire des dirigeants politiques qui cherchent consciemment à cliver autour d'un enjeu de politique de défense. En matière de politique européenne, c'est facile à imaginer. On voit par exemple comment Macron a pu le faire par rapport au Rassemblement national. Mais en politique de défense, plus précisément, est-ce que vous avez des exemples peut-être concrets de politisation négative par le haut, pourrait-on dire? Et dans la continuité de cette question, j'ai une question pour Laurent Borzillo. Donc, Laurent, tu as montré la différence, par exemple, entre l'Italie et la France, certains contextes politiques qui se sont prêtés à une politisation des enjeux de politique de défense, d'autres pas. Mais est-ce que la littérature nous enseigne déjà quelque chose sur le succès ou pas de ces stratégies? Finalement, est-ce que cette politisation, ça marche? Parce qu'à chaque campagne électorale, on attend toujours, surtout en tant qu'observateur qui s'intéressons à ces questions, que les dirigeants essaient de se positionner sur des enjeux de politique étrangère et on réfléchit toujours en même temps à cette très vieille littérature sur l'opinion publique qui consistait à dire l'opinion publique n'a pas d'opinion très structurée sur les enjeux de politique de défense, donc ce n'est pas gagnant pour les dirigeants. Certainement, dans un pays comme le Canada, c'est la perception qui est très largement répandue chez les acteurs politiques que faire la politique de défense, c'est pas très gagnant sur le plan électoral. Donc, est-ce qu'il y a une littérature qui nous instruit sur des cas ou des variables qui amèneraient au succès au succès électoral de ces tentatives de politisation? Et puis ma dernière question pour Laurent Charbonneau, si mes questions ne sont pas claires, vous me demanderez de les reformuler. Évidemment, je connais bien ton travail. Je trouve très intéressant ce contraste entre la France et l'Allemagne et aussi l'ambiguïté finalement des termes qui sont utilisés. Alors parfois, on peut parler d'une même réalité avec deux mots différents, et parfois, on peut utiliser un même mot pour décrire des réalités différentes. Et la question que je me pose, peut-être à partir de tes recherches, euh, qu'est-ce qui fait que certains de ces termes vont coller ou pas? C'est-à-dire pourquoi est-ce que l'autonomie stratégique semble être un terme qui est repris dans le champ politique français de manière assez régulière, alors qu'en Allemagne, ça ne marche pas? Quelles sont nos pistes d'explication pour comprendre encore une fois, c'est le succès de concepts ou de termes qui peuvent être oubliés ou au contraire entraîner au moins une forme de politisation dans l'espace public, même si ça ne se traduit pas nécessairement par des décisions politiques. Donc, je vous retourne alors, en vous demandant d'être quand même assez bref dans vos réponses et de manière à permettre aux personnes de poser des questions. Et c'est déjà le temps pour lever votre main virtuelle. Monsieur Larsonneur. Merci, cher Frédéric, pour cette question sur, au fond, la politisation négative, positive, par le haut, par le bas, et des exemples. Bon. Alors d'abord, j'ai commencé quand même, je tiens à le rappeler, en disant que la politisation alors attention, en négative, positive, sous quel prisme? Au regard de quoi c'est positif ou négatif? Mais il me semble que quand on déclenche une guerre qui a des effets et des résultats de long terme qu'on peut apprécier avec un petit peu de recul maintenant comme négatifs, et qui par ailleurs est fondé sur un mensonge, on est par exemple sur une politisation négative. Je pense, et je l'ai dit tout à l'heure, à la guerre en Irak. Et là, pour le coup, ça naît du haut. Donc, vous formulez la question en disant souvent ça vient par le bas, par des mouvements d'opinion qui peut-être sont mal informés ou cherchent à orienter la décision dans un sens électoraliste ou par un phénomène de capture, peut-être par des mouvements politiques, des ONG et pas forcément dans le sens de l'intérêt général. Mais vous avez raison de me ramener à ça. C'est quand même très souvent que c'est par le haut que le problème se pose et qu'on peut estimer que la politisation est relativement négative.
Alors, ça peut être le fait d'acteurs politiques ou de partis donc, qui veulent lancer un débat, une polémique pour cliver et s'ouvrir un espace politique. Et puis ça peut être des mauvaises décisions. Enfin, là encore, chacun peut être juge de l'appréciation portée sur la décision politique, géopolitique ou par exemple d'opérations extérieures. Mais j'en ai quand même quelques-unes en tête qui me posent beaucoup de questions et qui ouvrent aussi des débats secondaires, hein. Peut-être la première, on pourrait aller sur la Libye. Donc l'intervention d'une coalition occidentale à laquelle la France était partie et où même la France était leader. Décision donc prise sous le mandat de Nicolas Sarkozy, président de la République, d'intervenir en Libye. Alors rappelez-vous, c'est là que ça devient intéressant, sur un motif, et c'est là que le haut et le bas se rejoignent, si vous voulez, sur un motif au départ plutôt droit de l'homiste humanitaire. On dit, on va en Libye parce que, attention, il va y avoir une boucherie et un bain de sang à Misrata. Ouais. Alors, on ne peut pas tout à fait l'exclure parce qu'effectivement, c'était quand même un vrai sujet et une vraie menace au plan humanitaire, au plan du massacre qui aurait pu avoir lieu dans le contexte de guerre civile qui éclatait en Libye à cette époque ou qui faisait rage en Libye à cette époque. Incontestable. Il n'empêche qu'après coup, les motivations apparaissent incertaines. Est-ce qu'on y allait vraiment pour des raisons humanitaires, droit de l'homiste? Est-ce qu'on y allait pour des raisons plus réalistes, peut-être même pour enterrer un certain nombre de choses dans la relation franco-libyenne qu'on ne voulait plus voir? Peut-être même parce que des relations entre exécutifs français et libyens posaient problème. Voilà. On sait comment la guerre en Libye se termine avec l'assassinat, en tout cas la capture et l'assassinat du leader libyen. Mais donc, ce que je veux dire, c'est qu'on part sur un phénomène droit de l'homme qui mobilise, enfin, l'impulsion par Dieu et politique, mobilise une opinion sur des facteurs émotionnels droit de l'homiste. Et finalement, on arrive à un résultat qui est en effet la chute du régime de Kadhafi. OK. Mais derrière, on a des conséquences qui sont a posteriori jugées négatives, avec une grande instabilité en Afrique du Nord, et puis l'ouverture de nouvelles routes pour des trafics d'armes, des trafics de drogue, des trafics en tout genre d'ailleurs, qui alimentent l'instabilité et qui ont concouru d'une manière ou d'une autre à déstabiliser ensuite le Sahel. Bon, je fais très vite, hein, pardonnez-moi pour le caractère très très bref de la présentation. L'autre point peut-être qui ouvre là une autre question sur la fragilité des opinions et des sociétés occidentales, c'est vraiment le sujet Israël-Palestine, qui est quand même régulièrement mobilisé et par le haut et par le bas. Donc là, vous avez des mouvements d'opinion type association Belgique-Palestine, France-Palestine, Allemagne-Palestine, ce que vous voulez. Toute association ayant par ailleurs des motivations parfaitement légitimes. Là n'est pas la question, mais la manipulation politique d'un conflit extérieur dans lequel des gouvernements interviennent de manière plus ou moins directe. Pour la France, la participation au conflit Israël-Palestine est faible, voire inexistante. Il n'y a pas d'armement significatif dans la relation de défense entre la France et Israël qui amène à faire une différence dans le conflit. Il y a peut-être quelques équipements qu'on va retrouver dans les équipements israéliens, mais c'est extrêmement marginal. Et en tout cas, ça ne change absolument pas le visage du conflit. Évidemment que les munitions américaines sont déterminantes. Ça, c'est un autre sujet. Mais une fois qu'on dit ça, ce qui est frappant, c'est que le sujet opération extérieure, opération extérieure, en l'occurrence, c'est donc une guerre tierce externe, résonne avec des sociétés et que donc des partis politiques vont essayer de se saisir de ce sujet pour mobiliser des électorats. Et ça marche très fort. C'est-à-dire que la communauté musulmane en France se sent extrêmement concernée par le sort des Palestiniens, par le sort des Palestiniens de Gaza et de Cisjordanie, et notamment sur les élections de juin 24, en France, ça a un impact électoral très très manifeste dans les quartiers, avec des effets de clivage et de retournement assez étranges, où finalement, vous avez des quartiers qui souffrent d'insécurité, qui se mettent à voter, alors c'est pas nouveau, hein, mais ça s'amplifie, France insoumise, donc extrême gauche ou gauche radicale, comme vous voulez, et de l'autre côté, une communauté juive de France qui se met à voter, excusez du peu pour le retournement politique et ce que ça veut dire, Rassemblement national, considérant que le Rassemblement national, qui historiquement est un parti antisémite, je dis bien historiquement, est désormais, et le retournement est quand même très récent, au fond, le meilleur soutien de Netanyahou et la meilleure défense de la communauté juive contre la montée de l'antisémitisme en France. Donc, vous voyez bien que cet effet au bas, il peut jouer dans les deux sens. Et donc, sur deux thématiques que j'essaie de mettre en avant dans ces deux exemples, d'une part, la confrontation entre droit de l'homisme et réalisme, et
voilà, point de départ humanitaire ou motif humanitaire et effet réel. Et d'autre part, entre un sujet extérieur et son importation dans le jeu politique et dans une société qui, au fond, vient fragiliser cette société elle-même et peut-être la rendre plus perméable aussi à des discours produits de l'extérieur, à des effets de division et parfois de cinquième colonne, parce qu'on retrouve quand même dans des partis extrêmes, des deux côtés, hein, une volonté de semer le chaos pour en récolter les fruits. Voilà. Merci beaucoup. Laurent Borzillon. Oui, merci beaucoup Frédéric pour cette question. Ben, pour ce qui est du succès de la politisation, en particulier électorale, ben, dans le cadre des recherches qu'on a menées donc, avec les différents collègues mentionnés également, donc, je vais mentionner, pardon, Julien Robin, euh, on essaie quand même de voir quelles sont les variables qui permettent justement d'expliquer pourquoi tantôt on a politisation électorale et pourquoi on l'a pas. Enfin, parce que aussi on a parfois des tentatives, mais elles échouent. Donc, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ces tentatives échouent ou pas? Après, la difficulté quand même qu'il y a par rapport à cela, c'est que, bien évidemment, il y a plusieurs variables qui peuvent entrer en ligne de compte, y compris sur les raisons d'une politisation des enjeux de défense de base excessive. Je me faisais une réflexion en écoutant les autres présentations en lien avec ce qui était dit, justement, bah, est-ce qu'on ne peut pas considérer que au-delà de la période électorale, que la politisation générale des enjeux de défense ne résulte pas aussi, dans certains cas, bah, de l'instabilité politique et de la multiplication des partis politiques, ou du moins du fait qu'on n'a plus de partis qui dominent. Je pense en particulier au cas français. Ce que je viens de dire est vrai pour le cas français, c'est pas forcément vrai, par exemple, pour le cas américain, puisque c'est toujours les deux mêmes parties, si ce n'est qu'il y a une évolution. Donc, c'est pour ça, il y a la difficulté, c'est que plusieurs variables peuvent rentrer en ligne de compte et il n'y a pas une explication, il n'y a pas une variable qui est en fait déterminante qui va justement faire qu'on va avoir politisation électorale, par exemple, mais plutôt une conjonction de variables si on a telle condition à tel moment donné qu'on peut avoir, par exemple, politisation électorale. Dans le cas, justement, aussi bien canadien 2015 que français donc 2022, selon les données qu'on a, ce qui explique qu'à un moment donné, on a une politisation réussie, c'est parce que premièrement, on a déjà une forte couverture médiatique. Parce que ça, c'est indispensable. Il faut que, enfin, il y a toute une littérature sur justement le rôle des médias dans le vote et leurs limites, mais justement, il faut quand même que en background, il y ait justement une forte couverture médiatique, indépendamment de savoir dans quel sens ça a, mais il faut une couverture médiatique. Et à côté de ça, il faut que enfin, au moins un des partis qui s'empare de ce sujet-là, ben, s'estime être propriétaire de l'enjeu, c'est-à-dire c'est que là-dessus, il va pouvoir capitaliser. Et typiquement, c'est pour ça qu'on a, ben, ne serait-ce que voilà, lors des dernières élections européennes, ben, que ce soit les partis plus centristes ou même encore Raphaël Glucksmann, ou par exemple la France Insoumise avec le cas donc, qui a été mentionné du conflit israélo-palestinien de Gaza, qui se sont emparés de ce sujet parce qu'ils savaient que sur ces questions-là, ils pouvaient apparaître comme étant propriétaires de l'enjeu et à partir de là, capter de l'électorat. Et ce n'est qu'à ces deux conditions de base que l'on peut espérer qu'à un moment donné, l'électorat va se sentir concerné. Mais là encore, ça dépend des circonstances. Typiquement, on a eu ce scénario que je viens d'écrire avec le Canada donc en 2015. Ça n'a pas été suffisant pour que dans la dernière ligne droite, l'électorat fasse son choix par rapport à ça. Inversement, on a eu ce scénario-là en France en 2022 et ça a réussi à fonctionner. Parce que justement, le choix d'Emmanuel Macron, enfin, bah, pour être honnête, on a un peu extrapolé les données, mais parce que les sondages, c'était pas exactement est-ce que vous avez orienté votre vote sur la guerre en Ukraine. Malheureusement, il n'y a pas des sondages qui posent directement cette question-là, c'était plus sur les enjeux internationaux et européens. Mais à partir de là, on peut justement extrapoler que c'est justement là-dessus qu'on a eu des gens qui ont décidé de voter Emmanuel Macron, puisque dans les sondages qui sont parus après donc l'élection, quand on posait la question donc aux à peu près 60% de mémoire donc qui avaient voté pour Emmanuel Macron, les questions européennes et internationales étaient les deux premiers enjeux cités dans le choix. Donc, ce qui montrait très clairement que ça avait fonctionné. Mais là encore, c'est un peu paradoxal puisqu'on parle quand même de la France, c'est quand même à distance de plusieurs centaines, même milliers de kilomètres de l'Ukraine, pas concerné. L'Italie, même plus proche en théorie. Pourtant, l'Italie, ça n'a pas été le cas. Donc, c'est pour ça aussi que la question géographique peut jouer un rôle.
Donc là, ne peut pas dire quelles sont les autres variables qui fonctionnent, juste teaser un peu sur ce qu'on essaie de voir dans les recherches actuelles, c'est justement avec le cas des élections qu'il y a eu en Europe centrale, puisque là, on a eu aussi plusieurs élections en Europe centrale depuis 2022, en particulier, je pense à la Lettonie, justement à l'automne 2022, ou même en Hongrie en avril donc 2022. Donc là, on essaie de voir si ça a pu jouer un rôle ou pas et de quelle manière, parce que bien évidemment, enfin, ça peut avoir, je pense, on va avoir des panels par rapport qui vont aborder cela, mais on a eu des élections il y a quelques semaines de ça, justement en Géorgie, en Moldavie, en Roumanie. On est sur des pays qui sont beaucoup plus proches de l'Ukraine, donc géographiquement, ça peut avoir plus d'impact sur les opinions publiques qu'en France, au Canada ou en Italie. Mais le problème reste que, encore une fois, plusieurs variables peuvent activer. C'est plus une conjonction de variables qui permet d'expliquer que parfois on a succès, parfois on a un succès. Merci. Laurent Charbonneau. Oui, donc je vais rester, disons, sur en terrain connu en répondant sur la question de justement pourquoi certains concepts restent non abordés en reprenant l'autonomie stratégique. Euh, je pense que la réponse, ou en tout cas la plus grande réponse pour le cas de l'autonomie stratégique européenne, c'est qu'elle est énormément chargée euh, historiquement en France. C'est un concept qu'on voit travailler depuis facilement les années 50, même s'il y a eu une certaine ouverture européenne dans les années 90. C'est pas quelque chose, je pense, qui a été nécessairement très, très travaillé. Et donc, elle porte encore sa charge historique et le parcours politique à travers lequel le concept est passé. Puis on pense très facilement au rapport avec l'OTAN, puis l'accent militaire qui a été attribué. Par contre, je trouve que du côté allemand, on le dépolitise de plusieurs manières. Déjà, c'est un concept qui a quand même percé dans les sphères européennes. Donc, on le retrouve dans certains textes, même si des fois de manière très, très subtile. On le retrouve quand même dans les sphères européennes. Comme je l'ai mentionné, on laisse certains politiciens, disons, moins hauts dans la hiérarchie politique en parler. Donc, c'est des environnements qui sont, disons, un peu moins politiques, même si ça reste politique, mais quand même de manière un peu moins intense. Euh, on passe aussi par de la coopération industrielle, je pense que Laurent l'a bien abordé. Par la coopération industrielle, on fait en fait de l'autonomie stratégique sans le nommer. Donc, on outrepasse une partie de cette politisation-là. On retrouve une autre politisation qui est différente, qui est au niveau industriel. Mais voilà, on sort un peu de cette sémantique. Puis justement, sur la sémantique, juste le fait d'ajouter stratégique à la souveraineté, ça envoie un certain signal qu'on se rapproche de l'autonomie. Donc, il y a une sémantique qui de plus en plus euh, comment dire, il y a un certain alignement dans la sémantique qu'on utilise. Et donc, je pense, ces quelques exemples-là qui font qu'on sort de de la charge politique et historique qu'on voit en France pour un peu plus l'adapter au contexte national, excusez-moi. Puis en soi, on fait quand même une forme d'autonomie stratégique. Puis je pense particulièrement au projet de bouclier antimissile européen, le Sky Shield, qui est un exemple assez frappant d'autonomie stratégique dans les faits, même si le concept n'est pas nommé. Donc, c'est ma réponse en 2 minutes. Merci beaucoup, Laurent, de cette réponse fort concise. Alors, il nous reste quelques minutes. Je ne vois pas encore de main levée, mais Ah, si, je vois la première de Delphine Deschaux-Dutard, à qui je donne la parole. Delphine. Merci beaucoup. Alors, je ne peux pas activer ma caméra. Euh, Mais on t'entend. Ah, on t'entendait bien et on ne t'entend plus. ah, Voilà, c'est bien. Merci. Alors, merci beaucoup aux trois panélistes pour ces interventions fort intéressantes. Moi, j'avais une remarque en fait pour le dernier intervenant, Laurent Charbonneau, puisque pour le coup, le sujet, je le connais très bien et j'ai travaillé beaucoup comme vous ces derniers mois sur les discours français et allemands. Et j'ai un petit point de désaccord avec vous en fait sur votre conclusion.
Dans la mesure où vous me dites qu'en gros, il y a deux grands moments de convergence sur la notion d'autonomie stratégique entre le discours présidentiel français et les discours du chancelier allemand, il y a la Covid, effectivement, c'est vrai, et la guerre en Ukraine. Alors sur la guerre en Ukraine, moi, je serais beaucoup plus nuancée que vous parce qu'il faut voir ce qui est mis derrière. Et en fait, Scholz, à aucun moment, prononce le terme autonomie stratégique, mais surtout, ce qui manque un peu, je pense qu'il faut garder en tête quand on regarde le discours allemand, c'est que là où le discours français, il est très marqué par le domaine réservé du président, par le cadre institutionnel particulier qui est celui de la France, en Allemagne, vous n'avez pas un discours allemand, mais des discours allemands. Donc je pense qu'on ne peut pas en fait faire l'économie d'aller regarder ce que nous dit le ministre de la Défense sur le sujet et ce que nous dit surtout la ministre des Affaires étrangères sur le sujet, et donc ce que nous dit la stratégie de sécurité nationale allemande sur le sujet, qui est une synthèse de tout ça, et dans lequel l'autonomie stratégique n'apparaît à aucun moment. Voyez. Donc, je pense que c'est pour ça que je suis un tout petit peu en désaccord. Je pense qu'il n'y a pas tant de convergence que ça. On a plutôt un agreement to disagree, pour le dire de cette façon, c'est-à-dire qu'on est d'accord sur l'idée qu'il faut un pilier européen dans l'OTAN. Et là, c'est la grande nouveauté, le pragmatisme côté français. Mais on n'est pas forcément d'accord sur les modalités qui devraient être celles d'une défense européenne en dehors de l'OTAN. Et je trouve que l'Ukraine révèle encore plus les désaccords que la période avant. C'est pour ça que sur la convergence, je ne vous suis pas tout à fait. Mais c'est peut-être voilà ma façon d'étudier le sujet qui m'amène à cette conclusion-là. Merci beaucoup, Delphine. Euh, Avant de laisser Laurent répondre, je voudrais m'assurer qu'il n'y a pas, parce que j'aurais bien pris deux questions en même temps pour utiliser nos dernières minutes de la manière la plus efficace. Je ne vois pas d'autres mains levées pour l'instant, donc Laurent Charbonneau, si tu veux répondre. Oui, ben, de manière très courte, je prends tout à fait la critique. Euh, Justement, l'une des premières choses que j'ai dit, c'est qu'effectivement, le concept n'est pas nommé. Donc, on peut pas faire une analyse de comment il est travaillé parce que justement, il n'est pas nommé. Donc, disons, il faut faire, comment dire, une analyse de plus la rhétorique que vraiment, disons, essayer de trouver des équivalences dans un sens. Mais effectivement, donc, il n'est pas nommé. Et le contexte politique ou le système politique est très différent. Donc, c'est sûr que je suis tout à fait d'accord qu'on ne peut pas résumer la politique allemande au discours du chancelier. Contrairement en France, on peut peut-être un peu plus le faire, mais je suis quand même d'accord sur certains points de critique sur ça. Merci. Merci, Laurent. Je vois que Laurent Borzillo lève la main. Je ne sais pas s'il veut se poser une question à lui-même ou intervenir. Non, poser plus une question. Pas, pas intervenir, pas intervenir pour poser la question. J'avais une question peut-être pour justement Jean-Charles Arsenault. Dans les discussions donc avec ça et le cas allemand est aussi peut l'illustrer. Mais en fait, vu que vous avez justement été à l'Assemblée nationale donc ces dernières années, avant ça vous étiez au Quai d'Orsay, mais vu les sujets sur lesquels vous travaillez, vous interagissiez donc aussi avec les parlementaires. Donc, du moins, vous suiviez donc, ce qui se passait au Parlement. Une des questions que je me posais, c'est est-ce que la politisation et peut-être aussi la polarisation, ou du moins l'absence, enfin la fin de consensus sur ces différents enjeux et questions ne résulte pas aussi peut-être d'un point de vue plus sociologique, c'est-à-dire du fait qu'on a de moins en moins de députés au sein, je pense en France, Affaires étrangères ou défense, qui sont toujours, enfin, qui sont là depuis un moment sur ces enjeux-là. Typiquement, par exemple, dans le cadre des recherches, par exemple, bon, ça date un peu parce que c'était pour ma maîtrise à l'époque, quand j'avais étudié l'Allemagne, donc dans le tournant des années 2000-2010, ce qui était assez intéressant à voir, c'était que, alors que les années précédentes, on avait des députés dans les commissions défense et affaires étrangères qui étaient assez souvent les mêmes. Enfin, du moins, il y avait un roulement plus régulier et puis c'était toujours le même parti. Donc, à partir de là, il y avait un consensus installé. À partir donc, du milieu des années 2000, on a eu au contraire beaucoup de changements, des députés qui n'étaient plus les mêmes. Donc, à partir de là, on n'a plus la même continuité, y compris dans les raisonnements et dans la réflexion. Et je me demandais si on n'avait pas un petit peu insisté à ça aussi en France sur la dernière décennie, c'est-à-dire une multiplication de nouveaux députés avec de nouveaux partis aussi parfois, et une perte peut-être d'une certaine, on va dire savoir, mais aussi, mais pas tant de savoir, mais surtout plus de positionnement, d'histoire par rapport à ça dans les partis, qui fait que on n'a plus de consensus. À partir de là, comme il n'y a plus de consensus, tout sujet devient potentiellement politisé. À partir de là, on arrive à la situation qu'on connaît actuellement. Oui,
Oui, merci Laurent. Alors évidemment, il y a plusieurs paramètres dans ce qu'on dit là. Au fond, ce qu'on évoque, c'est la sociologie politique et l'évolution des élus à l'Assemblée nationale singulièrement, parce que c'est ce que je connais le mieux, mais on pourrait le faire un petit peu partout. Et à la fois leur niveau de connaissance, c'est un paramètre sans doute pas le plus déterminant, je vais y revenir, et puis leur positionnement sur l'échiquier. Alors on peut peut-être commencer par là, en effet, et ça a été un petit peu indiqué dans la question, c'est que une assemblée avec 3 ou 4 groupes parlementaires, ce n'est pas la même chose qu'une assemblée avec 10 ou 12 groupes parlementaires. Donc l'éclatement finalement de la scène politique française amène en effet à un éventail de positions extrêmement variées et a aussi des configurations politiques qui... alors ça ne veut pas dire que c'est suivi dans l'opinion, hein. En fait, je décorrèle un peu cette question de la guérilla parlementaire, si vous voulez, de la question de la politisation dans l'opinion publique, parce que ça ne marche pas toujours et que ce qui se passe dans une commission, type commission Affaires étrangères défense au Sénat ou à l'Assemblée, c'est quand même pas la vie de tous les jours du citoyen ordinaire, quoi. Bon. Et le citoyen ordinaire s'y reconnaît pas forcément. Mais enfin, c'est l'objet d'escarmouches, en effet, de tentatives de clivage plus fortes sur ce sujet de défense qui, en effet, auparavant était davantage consensuel. Donc, on est plutôt sur l'évolution d'une situation où on considérait naguère qu'il y avait un consensus et où on constate aujourd'hui que les dissensus ou les biais pour attaquer politiquement sont plus nombreux. Bon, ça c'est le premier point. En termes de connaissance ou de savoir, vous avez raison de souligner qu'il y a bien une dimension d'apprentissage, au fond, comme dans n'importe quelle occupation. Je n'ose dire de métier, car la politique est un mandat, actuellement une fonction, mais pas un métier. Mais il y a une dimension d'apprentissage. Et donc, on ne devient pas spécialiste des équipements des forces ou du programme 146 en France sans avoir travaillé un minimum et, si possible, avoir un peu de recul sur la question. On ne connaît pas les composants d'un drone d'achat de combat quand on ne s'est pas intéressé au sujet. Bon. Et là, la question qui devient intéressante, c'est combien d'élus, alors je vais parler des députés en particulier, combien de députés ont réellement intérêt à travailler ces questions au fond. Alors certains sont mordus ou piqués, c'est un peu mon cas d'ailleurs, puisque je parle depuis Brest aujourd'hui même, base navale bien connue sur l'Atlantique, et donc ces questions m'intéressent de longue date. Et puis j'avais un parcours dans la diplomatie, vous l'avez dit. Bon. Mais au-delà de ça, c'est du temps, et c'est pas forcément du temps tout à fait extrêmement rentable en termes de politique, parce que ces sujets, on l'a dit, sont quand même moyennement mis sur le devant de la scène lors de grandes échéances électorales et avec un degré d'incertitude qui est fort. Parfois ça marche, 2022 vous l'avez cité, parfois ça marche moins. Bon. Alors on voit quand même dans la sociologie ce qui se passe traditionnellement, ça reste vrai, c'est que s'intéressent prioritairement à ces questions de défense qu'on trouve dans les commissions ad hoc, des gens qui sur leur territoire, dans leur circonscription par exemple, notamment dans les systèmes avec des élections ou des modes de scrutin de type scrutin majoritaire dans le cadre d'une circonscription et non pas scrutin de liste, on retrouve des personnes qui ont des régiments, des garnisons, des bases de défense, etc. Donc là, pour ces personnes-là, évidemment, vu que ce sont leurs électeurs, il y a un intérêt direct. Pour d'autres, c'est un violon dingue, une passion ou un sujet d'intérêt de manière générale, c'est plus rare. Et donc, oui, quand on change de gouvernement, c'est vrai aussi d'ailleurs pour l'exécutif, je m'arrêterai là peut-être par charité, quand on change d'assemblée régulièrement, on perd de la compétence et il faut que les autres en gagnent. Bon. Et donc, il y a un risque, hein, au plan de la technicité, qui est que, notamment le système français, ça c'est pas transposable partout, mais c'est d'avoir au fond, plus il y a d'instabilité politique au Parlement comme au gouvernement, un transfert au fond de la connaissance et donc du pouvoir réel, si je peux m'exprimer ainsi, du politique vers l'administration. Bon, ça vaut pour la défense comme pour d'autres champs, hein. Mais c'est assez marquant. C'est-à-dire qu'en période d'instabilité politique, les directeurs généraux d'administration, les états-majors pour ce qui concerne la défense, vont avoir sans doute plus de poids dans la décision. Est-ce que c'est bien ou c'est mal? Je laisserai évidemment les citoyens en juger ou nos auditeurs en juger, mais ça décale la décision. Vous voyez, quand un gouvernement est démissionnaire, en droit, il n'a a priori pas la possibilité ou la faculté
d'initier des textes nouveaux d'initiatives politiques d'ampleur. Et donc, les programmes déroulent selon le bon vouloir de l'administration. Donc, la main est rendue, au fond, aux vrais sachants de long terme, aux techniciens. Et donc, on a un décalage vers une forme de technocratie, par préférence à une politisation, pour le coup, du débat. Donc, on a un peu ces deux effets, politisation accrue mais superficielle, et transfert du vrai pouvoir, quelque part, vers l'administration. Bon, je pourrais développer, mais je pense que j'ai quelques éléments de réponse qui peuvent, en tout cas, permettre de tirer des fils et de se faire une opinion. Merci beaucoup. Merci à tous les trois panélistes et aux trois intervenants pour des interventions qui ont permis vraiment de mettre la table sur ce sujet et qui vont se poursuivre après la pause à 10h45 avec un deuxième panel qui justement fera un lien avec vos derniers propos, M. Larsonneur, puisque ce panel portera plus précisément sur les enjeux électoraux de la politisation. Alors, comme il est 10h27, je propose que nous anticipions notre pause de 2 minutes. Je vous remercie d'avoir été si nombreux, si nombreuses. Et à tout de suite. Merci. Donc, toutes nos félicitations, évidemment, et nos applaudissements virtuels aux deux Laurent ainsi qu'à M. Larsonneur. Merci Frédéric également. Au Vous pouvez revoir. rester sur ce lien et donc il y aura une pause dans 15 minutes et après on reprend. Merci beaucoup.